On est présent dans 18 pays et on œuvre bien évidemment au niveau de la France et des Pays de la Loire. Pour vous donner un petit peu quand même le cadre dans lequel on se trouve aujourd'hui, on a évidemment la loi sur la transition énergétique, et là vous avez quelques chiffres, je ne vais pas vous les détailler, mais c'est quand même un point de départ très important et qui pour nous est un point essentiel et qui, dans les différents exposés que vous allez pouvoir avoir, sont une référence. La loi L'Homme sur la mobilité, alors ça a changé beaucoup de choses en fait pour nous, mais derrière ça nous donne une orientation et ça demande aussi de fixer une stratégie sur la transition par rapport aux collectivités. L'engagement climat Transdev 2030, moins 30% de gaz à effet de serre et plus de 50% de flotte alternative. C'est un engagement très très fort et c'est qui va permettre en fait de décarboniser vraiment la flotte que l'on a sur le territoire, sur les différents territoires que l'on exploite en France et à l'étranger. Transdev dans les Pays de la Loire, on est présent dans 4 départements, en Sarthe, où on est sur une exploitation de lignes régulières de transport scolaire. On est également en Mayenne, dans le Maine-et-Loire. Là aussi, on est sur les mêmes activités que par rapport que la Sarthe. Et puis le dernier département où on a une présence un peu différente, une présence avec du service urbain, avec la Sémitane. On est avec la collectivité sur une SEM. Donc on a à la expérience de transport en autocar, une expérience de bus, mais on a aussi les traversées maritimes, puisqu'on a les traversées maritimes à Nantes. On connaît les difficultés de circulation de la ville de Nantes et on a cette flotte de bateaux qui facilite en fait le passage de la Loire. On a également une société de petits véhicules, véhicules 9 places, alors là qui rayonne au-delà des Pays de la Loire et qui a une flotte qui permet en fait de faire du transport à la demande. C'est là où on a aussi différentes expériences de véhicules électriques. C'est beaucoup plus simple, avec des véhicules électriques qui sont rechargés à domicile. Et dans les expériences justement qu'on a menées au niveau des Pays de la Loire, on a mené une expérience notamment de véhicules au gaz. On a été dans les premières sociétés dans les Pays de la Loire, enfin pas dans les premières, la première société à exploiter un véhicule au gaz il y a quelques années à la demande en fait du conseil régional. Et cette expérience nous a permis de mieux maîtriser en fait ce produit et puis de voir l'importance que ça pourrait prendre dans les années à venir. Aujourd'hui, dans les contrats que l'on a avec nos collectivités, on a à chaque fois cette double demande, à la fois des véhicules diesel, des véhicules au gaz, et c'est justement cette expérimentation qui a permis de développer ce produit. On a également mené des expériences électriques avec un service urbain, avec un véhicule électrique, mais c'est le courage d'une collectivité qui est allée chercher des subventions et que nous avons accompagné pour justement développer un réseau urbain entièrement électrique. C'est une petite commune de la Sarthe, Montval-sur-Loire, qui pendant quelques années a su développer ce genre de produit. Et là, en tant qu'acteur de la mobilité, Transdev, on a tout notre rôle, c'est-à-dire qu'on est à la fois exploitant à la capacité de pouvoir exploiter des lignes régulières, mais aussi conseiller. Et on conseille grâce justement aux experts que l'on a à disposition et qui vont pouvoir orienter la politique publique. On a une flotte de bus urbains à Nantes qui est de plus en plus importante et on a décidé en fait d'avoir notre propre station. On a été dans les premières sociétés à avoir notre station privée branchée directement sur le réseau de GRDF. C'était important parce qu'en matière d'exploitation, c'est beaucoup plus facile. Parce que lorsqu'on a une flotte de 20, 30 véhicules, 30 bus qui roulent toute la journée, c'est beaucoup plus facile de pouvoir le faire
en autonomie. On a également des stations gaz là pour les autocars qui a ouvert le mois dernier, il me semble, et ces véhicules au gaz des lignes régulières de la Sarthe, c'est un développement à peu près de 20 véhicules dans le cadre d'une délégation de service public que l'on a avec la région. Les véhicules électriques, j'en ai parlé, et on a également développé avec une commune de Saint-Brévin, là, une micro-station gaz. On diversifie, c'est-à-dire qu'on a des possibilités d'avoir des raccordements directement sur le réseau gaz GRDF, mais on a aussi des micro-stations dans des réseaux qui sont beaucoup plus petits, beaucoup plus adaptés, et c'est des investissements qui sont beaucoup moins importants et soutenables pour une collectivité. Voilà en ce qui concerne un petit peu l'expérience des Pays de la Loire. Alors, si vous avez des questions, ce que je vous propose, c'est éventuellement, vous pouvez lever la main et puis on peut répondre au fur et à mesure. Et de toute façon, après chaque présentation, on se laisse un petit temps, évidemment, pour poser des questions, mais vous pouvez aussi le faire au fur et à mesure. N'hésitez pas. Dans la continuité, ce que je vous propose, c'est justement de parler du projet que l'on a avec le groupe CRMT. Alors, pourquoi CRMT? C'est justement Daniela Touzé, la directrice de développement du CRMT, qui va vous expliquer à la fois les fonctions du CRMT et qui va expliquer le projet que l'on va mener ensemble, puisque c'est un projet de rétrofit de véhicules diesel au gaz. Alors c'est une expérience que l'on va avoir dans les Pays de la Loire, mais qui a débuté avec un autre projet, et Daniela va vous présenter ces éléments. Merci Daniela. Tout à fait. Merci Jean-Louis. Est-ce que vous m'entendez bien? Non? Allô? Oui. Là, ça marche bien? Ok, excusez-moi. C'est bon? Vous m'entendez bien? Non? Ça devrait mieux aller là. Ok. Rebonjour à tous. Merci à Transev de nous avoir conviés aujourd'hui pour présenter nos projets, notre expertise avec vous. En effet, comme Jean-Louis l'a dit, CRMT est actuellement une société privée d'ingénierie. On est une PME, on est 26 personnes dans la société et nous existons maintenant depuis 45 ans. Donc on est avant tout des experts du moteur à combustion interne. Nous travaillons depuis 20 ans sur le gaz naturel, sur divers secteurs, beaucoup dans le transport routier des voyageurs, avec des acteurs comme la Semitane, notamment dans la partie Nantes. Mais depuis 2 ans, nous nous intéressons aussi beaucoup aux moteurs à combustion interne hydrogène. C'est vraiment quelque chose qui est rentré dans notre stratégie actuellement et c'est dont on souhaite développer pour accompagner la transition du secteur de la mobilité lourde. Donc actuellement, nous avons 3 cœurs de métiers principaux qui, même s'ils sont tous différents, ils sont finalement complémentaires, ils sont nécessaires pour nous permettre d'avoir une vue à 360 degrés d'un projet de mobilité propre. Nous avons tout d'abord notre activité de mesure de polluants. Donc nous sommes des experts de mesures normatives. Nous effectuons des mesures à l'échappement avec du matériel certifié, normatif, pour venir voir tout ce qui est polluant gazeux, mais aussi les particules, pour attester de la conformité des véhicules aux normes ou pour des projets plutôt à but R&D. Nous avons des bancs d'essai dans la société qui fonctionnent actuellement au gaz naturel, au biocarburant et à l'hydrogène. Et notre troisième activité qui est celle de la conception, l'ingénierie et le développement de véhicules aux énergies alternatives. Et c'est là qu'on retrouve le retrofit. Le retrofit pour nous, c'est 2 choses. C'est avant tout, et puis même historiquement, un retrofit qu'on appelle 0 km, c'est-à-dire un retrofit sur du neuf, donc des constructeurs qui font appel à nous pour créer des nouveaux moteurs ou des nouveaux véhicules en partant de zéro. Et donc nous, on a les capacités en interne pour intervenir dans tous les cycles en V classiques automobiles qui va de la définition du cahier des charges, qui passe par tout ce qui est conception mécanique mais aussi électronique et électrique,
On réalise des prototypes et on accompagne nos clients jusqu'à la certification et l'homologation. Donc ça, c'est très important. On ne s'arrête pas au prototype, mais on accompagne l'industrialisation des solutions innovantes. Et depuis quelques années, nous avons commencé à avoir de demandes sur ce qu'on appelle le retrofit en seconde bande. C'est un langage courant. C'est des véhicules qui sont déjà existants, qui ont déjà un certain nombre de kilomètres. Et c'est là qu'on va retrouver notamment le segment de la mobilité de transport routier de voyageurs. Parce qu'en fait, depuis quelques années, on se rend compte qu'il y a une réglementation qui évolue. D'ailleurs, c'est l'objet de la conférence aujourd'hui. Une réglementation pour une transition énergétique qui s'impose à tous. Mais d'un autre côté, quand on regarde l'état de l'art technologique, ce n'est pas forcément au rendez-vous. Et donc, la possibilité de verdir une flotte, de convertir un véhicule qui est déjà existant pour le faire passer d'une énergie fossile à une énergie renouvelable et d'une manière surtout économiquement viable, semble très prometteuse. Et c'est ce qui a fait qu'on a été de plus en plus sollicité ces dernières années par des acteurs privés du terrain, des transporteurs, des logisticiens, pour développer des solutions en rétrofit sur des véhicules existants déjà. Donc nous avons identifié le secteur du transport routier de voyageurs comme étant très pertinent pour plusieurs raisons. Déjà, moi j'identifie surtout celui du transport scolaire pour plusieurs raisons. En fait, c'est des véhicules qui roulent très peu, qui font très peu de kilomètres à l'année et qui n'ont pas besoin forcément d'une grande autonomie. Et donc, on s'est dit, si, sachant que 99% de ce type de véhicules en France fonctionnent au diesel et qui sont donc en très bon état mécanique et fonctionnel après de nombreuses années, parce qu'on en prend soin, on les contrôle tous les 6 mois, c'est quand même dommage de les jeter, de les envoyer au rebut, alors qu'on peut quand même prolonger leur vie, leur donner une deuxième vie, les verdir. Et de plus, c'est des véhicules aussi qui n'ont pas forcément besoin de toute la place en soute à bagages. Et donc, on s'est dit pourquoi pas mettre un système de stockage qui permette d'avoir une autonomie tout à fait satisfaisante d'environ 300 km dans cet emplacement. Il se trouve aussi que c'est un cas d'usage qui se caractérise par des phases très à froid, de nombreux arrêts au niveau de leur usage quotidien lorsqu'ils font des missions de transport scolaire. Et donc en fait, on voit un réel gain d'un point de vue environnemental du passage du diesel au gaz naturel. Donc c'est vraiment un cas clé qu'on nous on a identifié en interne et qu'on souhaite développer pour accompagner notamment les objectifs de verdissement au niveau national. Si on passe au slide suivant, vous avez à l'écran une première solution que nous avons mis au point qui s'adresse aux autocars en fait qui sont de génération Euro 5 et qui permet de les convertir dans un délai très court. On parle de 2 semaines pour effectuer une transformation. Et elle est très simple, comme vous pouvez le voir. Elle part, je dirais, du bon sens. Elle consiste à remplacer tout ce qui relève du diesel et qui ne sera pas utilisé dans le gaz, à intégrer les composants gaz nécessaires pour faire fonctionner ce véhicule, et notamment une nouvelle motorisation. On ne vient pas toucher au moteur, on n'invente pas quelque chose qui existe déjà, donc on utilise un moteur homologué Euro 6. Et puis enfin, il y a tout un travail invisible qui ne se voit pas ici, mais qui est pourtant très important, parce que ce travail nécessite quand même des réelles compétences en termes de tout ce qui est interconnexion système. Il a fallu gérer les fonctions du véhicule, qui étaient plutôt dédiées à un usage diesel, et qui maintenant fonctionne au gaz naturel. Donc ce n'est pas un travail simple. Il y a tout un aspect sécuritaire en termes de surveillance et de gestion d'incidents, parce que ça peut arriver. Et ça, c'est des choses qu'on sait faire en interne et qu'on a réussi à mettre au point. Donc maintenant, ce qu'on souhaite faire avec Transdev dans les Pays de la Loire, c'est d'arriver à mettre au point, à mettre en service la première solution de retrofit gaz naturel qui permettra d'avoir des véhicules réellement de dernière génération, puisqu'on va parler de la dernière norme en termes de motorisation gaz naturel, les STEP E. C'est une solution qui va pouvoir se réaliser 100% à l'échelle régionale, au niveau local. Nous, ce que je trouve extrêmement important et qu'il ne faut pas ignorer quand on parle de retrofit, c'est que c'est une activité qui génère beaucoup d'emplois
et surtout des emplois qui sont non délocalisables. Et aujourd'hui, quand on parle de transition, on oublie souvent aussi l'aspect géopolitique de la chose ou l'aspect délocalisation d'emplois. Et je crois réellement que le retrofit, c'est quelque chose qui va nous permettre de relocaliser beaucoup d'industries et surtout de maintenir des emplois, ça il ne faut pas l'oublier. Des emplois maintenus, c'est très important aussi. Et pour nous, c'est très important qu'un acteur comme Transdev puisse vouloir porter avec nous ce type de projet, parce qu'il y a dans ce type de projet toujours une certaine notion aussi de prise de risque. C'est important d'avoir des acteurs qui veulent le faire, qui veulent essayer, et quelque part, c'est aussi cette prise de risque est réconfortée aussi par le fait que CRMT, c'est une entreprise qui a, comme je vous l'ai dit, des années d'expérience en la matière. C'est un cas d'usage qu'on a déjà étudié, qu'on sait déjà que c'est possible de le faire, on sait comment faire, on sait le valider, et donc on va réussir à faire une solution qui soit très rapidement opérationnelle et qui sera, j'ai envie de dire, aussi vertueuse qu'on mettra les moyens pour y arriver. Parce qu'on pourrait déjà, à partir de l'année 2023, voir une centaine de véhicules qui seraient convertis au gaz naturel. Et donc, j'entendais tout à l'heure Jean-Louis qui parlait des engagements du groupe pour atteindre des parts des véhicules propres. Si on attend que le renouvellement se fasse d'une manière naturelle, on va peiner à y arriver. C'est très compliqué, voire pas possible. Et donc c'est là où le retrofit et le projet qu'on souhaite porter ensemble pour donner une seconde vie à des cars qui seraient Euro 6 diesel pour les faire fonctionner au biogaz naturel peut réellement représenter un levier fort de transition. Merci beaucoup Daniela. Moi je suis très heureux en fait de pouvoir mener cette expérience avec Daniela. À la fois parce que cette expérimentation sera présentée au Conseil régional et pourra influencer en fait derrière la volonté de la région sur un développement des véhicules au gaz et derrière en fait avoir des véhicules de plus en plus propres. C'est pour moi un accélérateur très très important qui montre notre volonté. L'innovation, c'est un peu de toute façon aussi dans notre ADN. Le groupe Transdev est aussi réputé par rapport à ses envies d'innovation. Et là, très clairement, même si c'est une innovation peut-être à court terme, puisqu'on n'est que dans le cadre de la transition énergétique, parce que évidemment, il y a d'autres énergies qui vont être développées dans l'avenir. Mais on a besoin de travailler dans l'immédiateté. Et là, c'est là où CRMT répond à notre problématique, c'est-à-dire que pour aller sur ce sujet, eh bien, on a besoin de mener cette expérience très rapidement, et c'est quelque chose, en tous les cas, de transformer un véhicule Euro 6 diesel en un véhicule Euro 6 gaz, c'est quelque chose qu'on aimerait bien voir sur l'année 2023. Donc là, je m'avance un petit peu, mais je mets la pression à Daniela, c'est aussi le jeu. Mais pour ça, on cherche aussi évidemment des partenaires, et je pense que le partenariat qui a été officialisé ces jours derniers avec l'ADEME montre bien en fait toute l'ambition du groupe pour justement faciliter cette transition énergétique. Voilà. Je peux juste rajouter une chose. En effet, le retrofit fait partie du panel des solutions possibles. Donc ça, c'est pas la solution. D'ailleurs, c'est quelque chose qui est complémentaire à l'achat de véhicules neufs, mais qui s'inscrit parfaitement dans une logique aussi d'économie circulaire et de développement durable qu'on partage avec le groupe Transdev. Et c'est pourquoi on a trouvé une bonne perspective de collaboration. Merci Daniela. Merci. Et on va maintenant parler des mobilités actives avec Lisa, notre spécialiste du groupe Transdev. Bonjour à toutes et tous, je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui. Donc effectivement, Daniela m'a fait une transition toute faite. Le rétrofit n'est pas que la seule solution. De manière générale, en fait, le véhicule n'est pas que la seule solution. Nous, on croit aussi beaucoup au report modal. Donc effectivement, vous connaissez Transdev pour les modes historiques, je vais appeler ça comme ça, les modes de transport assez classiques, donc le bus, le car, le tram, le train, depuis peu, en France en tout cas, puis le métro, voilà. Et finalement, en fait, on a vraiment pour ambition de le compléter avec d'autres mobilités. Donc on parle de mobilité active, douce, alternative, il y a plein de noms derrière tout ça, donc ça peut être du vélo, de la trottinette, de la marche à pied, du covoiturage, de l'autopartage.
Et nous, notre ambition derrière tout ça, il y a effectivement cette transition énergétique et il y a la transition des habitudes et des comportements, notamment pour limiter l'usage du véhicule privé individuel seul, qui est un petit peu beaucoup utilisé en France en ce moment, et où on pense que finalement, avec une offre de transport bien faite, bien pensée, et avec des modes complémentaires, on peut réussir finalement à pousser de plus en plus de monde vers les transports collectifs, partagés et alternatifs. Merci. Donc du coup, chez Transdev, en fait, on opère et on gère différentes typologies de services autour de tout ça. On rentrera un petit peu plus dans le détail derrière, mais du coup, effectivement, si je vous montre un peu nos 4 blocs et nos 4 compétences assez fortes sur ces sujets, mais le quartier en lui-même n'est pas très bien desservi, donc en tout cas, il y a cette solution-là qui a été prise. Et donc, si je vous ressors mes petites notes pour vous donner des éléments. Donc on a des taux de rotation pour les trottinettes, donc on a 2 emprunts par trottinette par jour, ce qui est assez conséquent finalement par rapport au territoire. On a plus de 6000 locations sur les 4 premiers mois qui ont été faits. Et on a finalement des déplacements travail-études qui représentent 52% et 48% des autres déplacements qui sont pour le loisir. Donc ce qui est assez intéressant, c'est qu'on arrive vraiment à atteindre les objectifs de l'expérimentation, que sont de réussir à finalement adresser tous les besoins. Donc ces expérimentations premier dernier kilomètre, elles servent vraiment. Ensuite, du coup, si on va plutôt sur l'offre de location longue durée, donc ici on est à Niort, c'est une offre où du coup on a plus d'1 millier de vélos à assistance électrique, on a quelques vélos cargo et quelques trottinettes, donc sachant que la trottinette avait été, on avait pris cette décision-là pour justement essayer de déployer des logiques d'emport à bord, puisque la trottinette étant plus légère, c'est quand même plus facile de prendre un bus avec une trottinette qu'avec un vélo. Et donc du coup le service il est un peu spécial à Niort puisqu'on a une gratuité des transports publics, donc ils ont voulu réadapter ça aussi sur la location longue durée, donc on a 3 premiers mois de gratuité. Donc en fait le service fait un carton, ils ont une liste d'attente énorme, les 1000 vélos sont loués et il y a une demande très très forte pour réussir à justement en avoir un. Et si vous allez à Niort, vous en verrez partout dans la ville, on sent qu'il y a un vrai succès et c'est complété aussi avec une offre de libre service à proximité dans le centre-ville. Côté stationnement sécurisé, donc là si je vous donne l'exemple de la ville du Havre, on a une douzaine de parcs à vélo qui correspondent à peu près à 300 places et ils ont été situés à des emplacements qui sont assez pertinents, tant pour des logiques du coup de vie, donc à proximité du centre de l'hôtel de ville, du centre-ville, ou justement dans cette fameuse logique de déplacement intermodaux, c'est-à-dire que je vais aller faire mon premier kilomètre, me rendre en gare, stationner mon vélo et terminer avec mon TER ou mon train quel qu'il soit. Donc du coup, on en a une douzaine comme ça qui ont été déployés. Et puis encore une fois, ce qui est assez intéressant, c'est qu'on a une gratuité totale. Donc en fait, c'est vraiment une volonté des collectivités de s'installer et de vraiment libérer ces services et les pousser. Et donc pour terminer sur le dernier service, on a vraiment les systèmes d'emport. Donc je vous ai mis des photos différentes pour que vous ayez un peu une vision. En général, on a en tête le tout premier qui sont des racks à vélo à l'arrière des véhicules, donc des cars interurbains plutôt. Mais finalement, on en fait ailleurs. Donc on a typiquement au milieu une solution qui a été déployée en Normandie dans un réseau, dans le réseau CEMO, donc à proximité de la ville de Louviers, qui est donc sur de l'urbain et finalement on a la capacité d'emporter 3 vélos et le système marche plutôt bien. Et puis au fond, la dernière photo, c'est plutôt le système de Rouen qui du coup dans ces 18 mètres, dans ces véhicules articulés, a décidé de mettre en place des solutions pour faciliter finalement les remontées de pente pour les cyclistes. Donc en fait c'est une ligne qui est équipée parce qu'il y a une topographie qui est assez spéciale sur la métropole de Rouen. Et celle-ci, elle monte des côtes. Et donc, en fait, le vélo a la capacité de monter dedans, de faire la côte en car, enfin en bus en l'occurrence, et de commencer et finir son trajet à vélo. Voilà, et donc du coup, on travaille avec pas mal d'acteurs et on fait aussi l'innovation sur ce sujet-là, puisqu'on a fait le choix de travailler en partenariat avec Carrosserie Vincent pour développer un système en partenariat qui du coup est beaucoup plus automatisé et qui facilite finalement l'accrochage des vélos, puisque sur les racks arrière que vous voyez ici, la difficulté c'est de réussir à pendre son vélo. Donc sur un vélo à assistance électrique de 25 kg, je vous laisse deviner l'effort. Donc du coup on a vraiment la volonté d'essayer de faciliter la vie de nos cyclistes et de nos clients voyageurs, et donc on a développé cette solution en partenariat pour avoir un système automatisé qui facilite la montée. Merci beaucoup Lisa. J'ai bien aimé l'expression Transdev avec les modes historiques lourds. C'est pas incompatible en fait dans notre politique de mobilité, c'est-à-dire que nous on essaye en fait de vraiment favoriser la mobilité. Et lorsqu'on dit ça, ça veut dire que on va accompagner en fait les collectivités qui veulent développer des modes doux et notamment le vélo. Après, c'est d'essayer d'être innovant aussi.
Et tu l'as dit, c'est-à-dire que la difficulté que l'on a justement avec nos modes lourds, de pouvoir accueillir en fait des vélos, eh bien, c'est de trouver des solutions, notamment en soute, etc., qui n'existent pas encore forcément aujourd'hui. Mais en tous les cas, dans un département ou dans une région où il y a justement la Loire à vélo, où le cyclotourisme est quand même très très important, il y a une ambition et des objectifs qui sont de vraiment favoriser en fait le vélo à travers nos déplacements et notamment avec nos modes de déplacement lourd. Et juste une petite précision par rapport au Pays de la Loire. Nantes a obtenu un prix justement par rapport à tout l'hébergement, tout l'accompagnement en ville des vélos et donc a reçu le prix de stationnement pour les vélos qui sont autour de la gare de Nantes. C'est un prix national qui a été notamment remis par Transdev. Merci beaucoup Daniel. Elisa. J'en profite pour ajouter, je vous conseille de venir sur notre stand, on a un de nos vélos hydrogène qui est opéré sur le réseau de Vichy, donc voilà, ça existe. L'hydrogène, c'est pas que pour les bus, les cars, c'est pas que pour les modes historiques, c'est aussi pour les modes actifs. Merci beaucoup. Voilà, donc maintenant, on va accueillir Jean-Laurent Franchino qui va nous parler de la stratégie zéro émission du groupe Transdev. Bonjour, merci de m'accueillir aujourd'hui à Environnement Pro et Expo. Et donc, je voulais vous donner une vision de ce que le groupe Transdev est capable d'avoir aujourd'hui en termes de véhicules zéro émission. C'est là. Alors, le groupe Transdev aujourd'hui représente un peu plus de 80 000 collaborateurs. On est présent dans 18 pays. On a 42 000 véhicules, depuis les modes lourds, en passant par le mode ferré, les bateaux et autres. Et on a, comme vous pouvez le constater, 18 modes de transport. Et surtout, et c'est l'objet de mon intervention aujourd'hui, on commence à avoir 1800 bus électriques à travers le monde, bus électriques et hydrogène, à noter. Et également, de par notre présence mondiale que vous pouvez voir, on est très présent en Amérique du Nord, mais aussi en Amérique du Sud, en Australie et en Europe. Et ça nous donne la possibilité d'avoir une vision sur tous les constructeurs de ces véhicules zéro émission. Et aujourd'hui, on en a recensé une trentaine à travers le monde. Donc tout ça pour vous confirmer qu'il y a une tendance lourde pour aller vers la construction et la production de ces véhicules. Alors on peut citer parmi les opérations phares que l'on a en termes d'exploitation de bus électriques, eh bien tout d'abord les Pays-Bas, historiquement, les Pays-Bas sont en avance, puisqu'ils ont commencé les premiers en 2018. On a déjà près de Amsterdam, pas loin de 200 unités. Un peu plus dans le sud, on en a une centaine. Et ces véhicules c'est des véhicules qui rechargent de manière lente la nuit et qui font des appoints dans la journée par ce qu'on appelle de la recharge rapide par pantographe. Voilà. Et on a également donc une grosse exploitation qui a commencé là cette année, qui est de 406 véhicules donc du côté de la Colombie, de Bogota. Et donc là, à Bogota, on est acteur de Transmilenio. Avec Transmilenio, on opère l'équivalent d'une autoroute urbaine de bus et on a plus d'1 million de passagers par jour transportés. Donc c'est l'équivalent du RER. Comme quoi le mode bus peut être très performant en termes de ce qu'on appelle de BHNS, donc de bus à haut niveau de service et offrir des capacités très importantes. Et puis enfin Santiago du Chili avec 258 unités qui sont là, plus dans la périphérie du réseau. Alors maintenant on va rentrer sur le système bus électrique. Alors, qu'est-ce qu'il faut remarquer? C'est que les batteries ont fortement progressé ces dernières années. C'est ce qui nous permet aujourd'hui d'avoir
des kilométrages intéressants en termes d'autonomie pour offrir des services urbains, périurbains. Et on arrive à 280 km aujourd'hui, c'est ce qu'on arrive à avoir à peu près sur nos autobus. C'est vrai qu'on en avait davantage sur les bus thermiques, mais en contrepartie, on a, puisque ces véhicules sont fortement connectés, et lorsqu'on est sur une plateforme électrique, eh bien, tout est digitalisé, donc on connaît exactement le fonctionnement intrinsèque des véhicules, on est capable de mieux les monitorer et donc de mieux les utiliser. C'est ce que vous voyez sur la partie droite, c'est-à-dire le système. On est en train de rentrer dans un mode de véhicule connecté où ils seront suivis en permanence, à la fois lorsqu'ils se rechargent, donc la nuit, on va surveiller combien on leur injecte de kilowattheures, si ça se passe bien, et ça va nous permettre de préserver ce qu'on appelle la durée de vie d'une batterie. Et puis en même temps, durant les phases d'utilisation, on va les suivre pour regarder la manière dont on les exploite, la manière aussi dont les conducteurs l'utilisent, parce qu'une partie aussi importante, c'est que ces véhicules vont régénérer de l'énergie, ce qui leur permet d'accroître de leur autonomie. Donc toutes ces données arrivent aujourd'hui dans nos systèmes qu'on appelait systèmes d'aide à l'exploitation. Jusqu'à ce jour, c'était principalement conçu à des fins de planification, de respect de l'horaire, mais là on est en train de rentrer dans une gestion optimale de l'énergie utilisée. Juste, on peut revenir. Dernier point à noter, une grosse partie du prix de ces véhicules électriques vient de la batterie. La batterie représente un tiers de leur coût. Et donc, ceci étant, on est en train de rentrer dans un système de systèmes, c'est ce que vous avez un peu à droite, c'est-à-dire que à la fois l'exploitation et la maintenance se retrouvent autour d'un système et on va gérer de la donnée. Autre chose, on s'est engagé, comme on s'est dit, à verdir notre flotte et on commence à voir que l'on va atteindre moins 40% au travers, entre autres, de l'augmentation du parc des véhicules électriques que vous avez en partie bleue et la diminution des véhicules thermiques classiques à énergie fossile. Alors, deux exemples concrets pour vous montrer où on peut exploiter aujourd'hui les bus électriques. Vous avez un exemple tout près d'ici qui est donc le Busway à Nantes où on a des capacités aussi importantes que celles d'un tramway. C'est un véhicule qui est doté de batteries qui permettent de la recharge rapide, donc qui ont des capacités en fait d'autonomie plus réduite, mais qui sont capables d'être cyclés assez souvent, de manière à haute fréquence. Et ce bus est rechargé donc en station avec ces stations de rechargement font partie des stations les plus puissantes en France en termes de puissance, puisqu'on est à 600 kW, donc ça commence à devenir ce qu'on appelle de grosses sous-stations. Et avec ça, il est capable de parcourir, alors en moyenne, sur les 22 que l'on exploite et les 10 points de rechargement sur cette ligne qui en fait 14 km, eh bien, on est capable d'avoir à peu près plus d'une station sur 3 où on a ces points de rechargement. Donc, il peut y avoir un certain nombre de stations intermédiaires où il n'y a pas besoin de recharger. Et les temps de recharge sont très courts, sont de l'ordre de quelques 30 à 40 secondes. Et on est capable de faire passer l'énergie nécessaire pour que le véhicule puisse atteindre à nouveau la prochaine station de rechargement. Donc, voilà ce que nous permet aujourd'hui les technologies batteries, ce qu'on appelle des batteries de puissance, capables de recevoir une forte énergie et de la délivrer aussi de manière rapide pour permettre de faire ce qu'on appelle du biberonnage. Deuxième exemple intéressant, c'est les lignes interurbaines. Donc plus adaptées à ce qu'on pouvait faire pour du scolaire ou autre. On a ça donc en région PACA, on a été les premiers. Ces bus ont été mis en exploitation en 2019.
Il y a à peu près une dizaine d'autocars qui roulent, qui sont très fiables, presque pas d'entretien. On fait à peu près 300, on peut aller jusqu'à 300 km par jour avec. Il consomme à peu près 0,8 kWh par kilomètre, donc moins de 3 fois par rapport au précédent, mais ce n'est pas du tout la même taille et le même cycle d'opération, puisque là on est sur un cycle interurbain, donc plus coulant, donc moins d'arrêts et de redémarrage qui sont source de consommation d'énergie. Et puis on recharge ça avec 4 chargeurs, 2 brins derrière, à peu près d'une centaine de kilowatts. Et avec ça, on arrive, vous voyez, à avoir des bilans de l'ordre de, par véhicule, autour de 200 tonnes de CO2 d'économisé par an. Donc on y est. Le monde de l'électrique est à notre porte et on est en train de rentrer dedans. Alors, dernière chose, donc c'est ce que je vous disais, on rentre dans le monde de l'électrique et ce monde de l'électrique va servir à la fois donc, des bus totalement électriques, mais aussi des bus qui peuvent être à hydrogène. Parce qu'une installation électrique de recharge nécessite de convertir du courant alternatif en courant continu qui sert aussi aux électrolyseurs à produire de l'hydrogène. Et donc, sur nos exploitations, on va voir un changement qui est en train de s'opérer, c'est-à-dire qu'on va avoir une utilisation foncière un peu plus importante dans nos dépôts pour de la production locale d'énergie, à la fois des chargeurs, mais aussi des électrolyseurs et des systèmes de recharge. Donc voilà, le monde se prépare à basculer, hein, et la force de Transdev, c'est d'avoir cette large vue à travers le monde et ces multiples opérations innovantes qui nous permet aujourd'hui de mieux accompagner les autorités dans leurs nouveaux projets d'arrivée des véhicules zéro émission. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Faut-il... Merci beaucoup. Alors n'hésitez pas, voilà, on va vous passer un micro, comme ça vous allez pouvoir poser votre question. Oui, bonjour, donc Laurence Joignon, Caisse des dépôts. Donc voilà, moi j'ai une question. J'ai vu une jolie photo tout à l'heure avec un beau boulevard donc tout bleu au milieu d'Angers, donc qui s'appelle la Maine. Et donc j'étais en week-end à La Rochelle. Il y avait une navette qui faisait donc la plage de La Rochelle, mais aussi le site de l'université jusqu'au centre-ville en fait. Le tout en plus en étant en énergie donc solaire. Donc, est-ce que vous avez ce type de projet également donc, pour notre belle ville d'Angers? Alors, comme je suis le local de l'étape, je vais pouvoir en parler. Alors, pour la ville d'Angers, en fait, on est sur une autorité organisatrice qui travaille, en fait, pas uniquement avec Transdev. Nous sommes un des acteurs, et l'acteur majeur, en fait, pour la partie urbaine, c'est avec RATP Développement. Donc voilà, c'était une précision quand même importante, c'est-à-dire que si vous êtes uniquement sur la ville d'Angers, c'est un travail justement avec ces deux partenaires qui peut opérer en fait pour ça. Après, à savoir, est-ce que nous avons des sujets d'innovation sur ce mode que vous décrivez? Globalement, on essaye, en fait, nous, au niveau du groupe, au niveau de l'innovation, vraiment de rechercher toutes les solutions possibles. Parce qu'on sait très bien qu'en fait, demain, ce ne sera pas fait uniquement avec une motorisation, un type d'énergie, ce sera multi-énergie. Donc, toutes les solutions sont bonnes. Et j'ai tendance à dire que oui, évidemment que si ces produits pouvaient demain être de manière plus importante, évidemment que on sera très intéressé et qu'on pourra éventuellement proposer ce genre de choses parce que on aura de l'électrique, on aura de l'hydrogène, on aura des modes doux, on aura des modes lourds, on aura du gaz, du rétrofit. Et ça, pour les 10 années à venir, oui, c'est évident que le mix énergétique existera. Est-ce que vous avez d'autres questions aussi pertinentes, parce que bravo pour la question, ou moins pertinentes d'ailleurs? Non, on a été assez clair. Voilà. Je vous remercie pour votre attention.
C'était un plaisir de pouvoir vous exposer tout ce que le groupe Transdev peut faire et nous sommes très heureux de pouvoir accompagner ce salon et notamment en montrant tout ce que le groupe Transdev peut faire pour accompagner les collectivités et on a encore beaucoup de travail sur la planche, donc c'est ça qui est aussi intéressant. Merci beaucoup.